1:30. It was impossible to continue. Even the workers were, sweating. I don't get it. It makes me sick anyway. Carla montre à Vincent sa dernière découverte. Le Français est curieux de voir si elle confirmera son hypothèse. Yeah, we found one in Lhasa. Les ressemblances sont manifestes. À Naga, l'Allemande a elle aussi trouvé des vestiges de la religion égyptienne. The proportion, everything is... I will show you outside. We have another one, which is completely different from the house in the back, like this, and in the front is a ramp. And they were sitting here. Il y a 2000 ans, un temple d'Amon a été bâti à Naga. Les vestiges sont dans un bon état de conservation. Les hiéroglyphes méroïtiques et les bas-reliefs des Candaces qui couvrent les piliers en grès rose sont encore très reconnaissables. Les prêtresses africaines vénéraient le dieu Amon dans ces salles interdites au peuple. Carla Krupper et ses assistantes essayent de reconstituer le puzzle. C'est un travail très méticuleux. L'archéologue allemande suit depuis 10 ans les traces des femmes puissantes qui ont dominé l'histoire de la Nubie durant 7 siècles. Un bas-relief de l'un des somptueux temples de Naga nous laisse deviner l'immense pouvoir de ces reines qui maniaient même l'épée. Les ruines d'un temple qui vient d'être localisé sont couvertes d'une épaisse couche de sédiments déposés par plus de 2000 saisons des pluies. Les 55 bédouins qui travaillent pour Carla Krupper déblaient des centaines de mètres cubes de sable. Le rythme est lent sous le soleil de plomb. Le site des fouilles de Naga ne sera pas entièrement mis au jour avant 2008. L'égyptologue Carla Krupper, qui a grandi aux États-Unis, travaille depuis 25 ans au Soudan. Elle s'empare d'une truelle dès qu'une pierre couverte de fragments de bas-relief émerge d'entre les ruines. De quelle époque date cet ensemble de sanctuaires ? Ce temple, ainsi que le reste de la ville de Naga, ont pour l'instant été datés de 50 avant Jésus-Christ à 150 après Jésus-Christ. Cela correspond à la civilisation méroïtique. C'est l'époque gréco-romaine en Égypte. Il s'agit toutefois d'une culture indépendante. Elle s'est développée dans la région de façon indépendante après avoir pris ses distances avec ses racines, très probablement d'origine égyptienne. Alors que les empereurs romains régnaient sur une Égypte déclinante, des architectes noirs bâtissaient des temples et des nécropoles sur les rives du Nil. Nous mesurons le temple en coupe horizontale. Nous mesurons en fait les angles et les intervalles. Nous convertissons ensuite toutes les données dans l'ordinateur. Celui-ci calcule des points que nous relions entre eux. On calcule en fait la position de pierres essentielles. Ensuite, on complète les cotes à la main. Au pied du grand temple, les deux archéologues discutent de l'apparence du dieu Amon. Il ressemble peu à son homologue égyptien. Le dieu Amon des Nubiens de Méroé a l'aspect d'un bélier.
Devant l'entrée du temple, des béliers en pierre veillent à la quiétude du sanctuaire. L'association d'Amon avec une tête de bélier, une forme primitive de la divinité, atteste de l'ancienneté de son culte en ces lieux. Les béliers tels que nous les voyons ici sont de toute façon un motif africain, typique de la région. Il est même tout à fait possible que le bélier nubien ait influencé les Égyptiens et que ces derniers l'aient simplement repris à une certaine époque, surtout pour représenter le dieu Amon. L'aspect de ces béliers est particulier. Ils se démarquent fortement des béliers égyptiens. Ceux-ci sont replets, pour ne pas dire rondouillards, et ils sont couverts d'une toison bouclée. Le dieu Amon, adoré dans ces sanctuaires, avait été africanisé. À Méroé, quantité de divinités d'origine égyptienne ont été reprises et africanisées. Il est vrai que la culture des pharaons a été imposée avec violence au peuple du Sud. Les Égyptiens ont opprimé la Nubie, le pays de Couche, durant 2000 ans. Pour le pharaon Thoutmôsis III, 15 siècles avant l'épanouissement des Candaces, le pays de Couche était une source de matières premières, l'arrière-cour de son puissant empire. Thoutmôsis y puisait les ressources nécessaires à sa gloire. Les esclaves nubiens étaient robustes. Les pharaons les faisaient capturer par centaines de milliers. L'or des pharaons provenait des mines nubiennes. Il était extrait et transporté en Égypte par des esclaves noirs. Les Égyptiens s'intéressaient à la Nubie pour ses ressources naturelles comme l'or et pour sa population noire qu'ils utilisaient comme main-d'œuvre servile. La Nubie était aussi une zone de transit pour les produits de luxe ramenés d'Afrique noire à destination de l'Égypte. Il était donc crucial pour l'Égypte de contrôler cette région. Thoutmôsis a agi comme ses prédécesseurs et comme le feront ses successeurs. La Nubie, ses routes de commerce, son or et les esclaves qu'elle fournit assuraient la prospérité et la puissance de l'Empire. L'armée des pharaons semait régulièrement l'horreur et la crainte au pays de Couche. Le pharaon Sésostris remarque avec mépris: attaquer est courageux, battre en retraite est une honte. Quand on s'élance vers les Nubiens, ils prennent la fuite. Ce peuple n'est pas digne de respect. Ce sont des misérables au cœur brisé. La majesté que je suis l'a vue de ses propres yeux. Ce ne sont pas des mensonges. Sur ce bas-relief, Ramsès II s'apprête à tuer un noir.